Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là aujourd'hui, une conférence assez matinale, mais très intéressante pour autant. Donc merci d'être ici à Lyon, mais également en ligne sur le site d'EGECO, autour de cette thématique, une conférence autour des inégalités dans le travail et dans l'emploi. Donc je suis Pierre Rousseau, je suis doctorant en économie au centre de recherche de l'École Polytechnique et de l'ENSAE, et également président et fondateur de la revue Economicus. Et pour discuter aujourd'hui de cette thématique avec moi, je suis entouré de 5 intervenants, spécialistes du marché du travail, du monde dans l'entreprise. Alors, par ordre alphabétique, nous avons Benjamin Bourget, à ma droite, bénévole au sein de l'association L'Autre Cercle, comme vous l'avez compris, mécène d'EGECO, et également salarié depuis 10 ans dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Ensuite, Pierre Courtiou, exactement à ma droite. Vous êtes professeur d'économie à l'école de management Léonard de Vinci et chercheur associé au Centre d'économie de la Sorbonne. Vous êtes auteur d'un chapitre dans un ouvrage qui va être clé aujourd'hui dans notre conférence. Je pense que tous les intervenants l'ont apporté. Quelle est du travail? Et votre contribution s'intitule « Ce que le marché du travail fait aux classes moyennes ». Par la suite, nous avons Vanessa Di Paola. Vous êtes maîtresse de conférences à la faculté d'économie de gestion d'Aix-Marseille Université, chercheuse au laboratoire d'économie et de sociologie du travail, et également directrice du centre associé régional du CEREC. Donc, et votre contribution commune avec Stéphanie Moulet, juste à ma gauche, s'intitule « Pourquoi le plafond de verre résiste-t-il encore ?» Bernard Gazier, également intervenant de cette conférence, vous êtes professeur émérite de sciences économiques à l'université Paris 1 Sorbonne et vous êtes l'auteur de la contribution « Les ni emploi, ni en études, ni en formation », autrement dit les NEETs en France, un défi qui reste à relever. Et enfin, Stéphanie Moulet, donc vous avez coécrit avec Vanessa Di Paola une contribution sur le plafond de verre, pourquoi il résiste encore, et vous êtes maîtresse de conférences en économie à Aix-Marseille Université, chercheuse au laboratoire d'économie et de sociologie du travail également, et directrice de l'Institut régional du travail d'Aix-Marseille Université. Alors, comme vous l'avez compris, cette thématique, cette conférence va s'intéresser aux inégalités dans le travail. Ces inégalités ne sont pas seulement des inefficiences, elles sont des fractures profondes de notre société. Et au-delà de simples écarts de salaire, elles se matérialisent également par des différences d'accès à des emplois stables, des différences dans les opportunités de carrière, mais également dans des conditions de travail décentes. Et on est bien loin du modèle théorique où, comme vous l'avez sûrement appris dans vos cours, un travailleur doit être rémunéré à sa productivité marginale, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise emploie un travailleur supplémentaire, la production supplémentaire qu'il va permettre d'apporter à l'entreprise, c'est sa productivité marginale. Et on voit que, justement, et on va discuter de ça aujourd'hui, de nombreux facteurs, comme le genre, l'âge ou alors l'éducation, vont influencer sur cet équilibre qui fait que la rémunération du salarié va être inférieure ou supérieure à sa productivité marginale pour des raisons qui sont purement déterminées par ces facteurs. Et on va discuter de ces facteurs, de ces inégalités aujourd'hui. Et comme dit, vous pourrez retrouver l'ensemble des contributions dans cet ouvrage, au Presse Sciences Po, Que sait-on du travail? Et avant de donner la parole à nos intervenants, la conférence abordera différentes thématiques, donc le plafond de verre, les inégalités d'accès à l'emploi aux jeunes, les dynamiques des classes moyennes, qu'est-ce qui explique leur situation aujourd'hui, et également des thématiques de discrimination au sein des entreprises et comment lutter contre ces discriminations. Plusieurs temps dans cette conférence. Dans un premier temps, les constats de chacune de ces inégalités, les causes qui ont amené à ces constats. Et enfin, nous allons discuter des politiques publiques, des solutions qui pourraient être mises en œuvre pour pallier ces inégalités. Donc, dans un premier temps, je vais m'adresser à vous, Bernard Gazier, avec une question très simple. Vous abordez les NEETs. Et là, qu'est-ce que c'est les NEETs? Pourquoi c'est important d'en parler? Comment on les définit? Et quelles sont leurs problématiques? Oui, donc les NEETs, vous avez vu, N-E-E-T, et puis un petit S parce que c'est au pluriel. En fait, c'est une invention statistique qui date maintenant d'à peu près une vingtaine d'années et qui vient du fait que lorsqu'on s'intéresse à l'insertion des jeunes, on ne peut pas en rester au taux de chômage. Parce que ces taux de chômage des jeunes sont quelquefois très élevés, 30% par exemple, et on a dit, ah là là, 30%. Mais ce n'est pas 30% des jeunes, c'est 30% des jeunes actifs qui sont donc disponibles pour prendre
un emploi ou qui en ont. Donc, il faut voir l'autre partie. Et l'autre partie, qu'est-ce que c'est? Les actifs, les jeunes, il y a 30% des jeunes qui sont actifs. Donc, 30% de 30%, ça fait 10%. C'est un taux très élevé, mais c'est un taux qui, très souvent en France, malheureusement, a correspondu à la moyenne des adultes. Donc, de ce point de vue-là, le taux n'est pas éclairant. Vous voyez, le problème, c'est qu'il faut aller au-delà. Alors, pour aller au-delà, une manière de faire, eh bien, c'est en fait d'inclure les chômeurs et tout un ensemble de gens qui ne sont pas en formation, que ce soit formation initiale ou continue, donc des gens qui sont en inactivité à un moment où ça ne devrait pas être ça. Donc c'est ce qu'on appelle les needs not in education, employment and training. Voilà pourquoi il y a ces statistiques. Et dans ces statistiques, la France occupe une position moyenne dans l'Europe avec un problème. Et donc ce sont peut-être les 2 points que je vais essayer de détailler. Mais vous pouvez continuer. Alors, ne regardez pas ça, c'est très beau, mais ce n'est pas le sujet. Donc, mais si vous pouvez en revanche mettre les slides associés à la conférence, ça serait très bien. C'est un complément sur ce qui s'appelle les formes d'emploi avec des tiers, la multiplicité des tiers qui s'interposent entre le travailleur ou la travailleuse et l'utilisateur ou l'utilisatrice. C'est un trait important qui favorise aujourd'hui, malheureusement, les inégalités sur le marché du travail. Non, je reviens au NEET. La France est donc dans une position moyenne et le taux pour une catégorie qui va de 15 ans jusqu'à 25 ans et souvent 29 ans, ce sont les 2 catégories qu'on distingue, c'est aux alentours de 13%, ce qui est la moyenne européenne. C'est pas terrible, il y a des pays qui font beaucoup mieux, l'Allemagne, des gens comme ça, et donc où là vous avez des taux qui sont en dessous des 10%. Et en France, ce que cache cette moyenne, c'est un problème central, qu'on ne trouve quasiment pas dans les autres pays européens, c'est une part très importante de jeunes NEETs qui sont en fait chômeurs de longue durée. Donc en fait, le vrai problème, c'est celui d'une forme de crise de la primo-insertion des jeunes, et c'est évidemment cette question-là. Mais je vais prolonger le constat, si vous voulez me laisser. Donc on va aller au diagramme, si vous voulez bien me le donner. Donc allez-y, vous faites passer, allez-y. Ah, maintenant il a disparu, il n'y a plus. On va y arriver, voilà, allez-y, continuez. Il faut que je le regarde là, c'est peut-être plus facile, non? Voilà, non, encore un peu plus loin, voilà, ça. Alors, je ne sais pas si vous aimez les graphiques, ce n'est pas toujours le cas. Mais il y en a qui sont plus beaux et plus instructifs que d'autres. Et celui-là, il est très beau, d'abord, bon, et très instructif. Qu'est-ce qu'il vous présente? Il vous présente, en fait, vous voyez, année par année, donc ce sont des âges, on va de 15 ans à 29 ans, vous avez année par année la situation des jeunes. Et la situation des jeunes, au début, ils sont tous ou quasiment en formation initiale, et puis petit à petit, ça se réduit et ils sont dans l'emploi. Vous voyez, donc c'est la mécanique normale de l'insertion des jeunes. Et en bas, ce que vous avez, c'est ce qui est en panne, c'est-à-dire les jeunes qui sont au chômage, et puis ceux qui sont dans ces situations particulières qu'on a rajoutées et qui permettent de définir les needs. Alors, quel niveau? Regardez, le niveau moyen à partir de 20-25 ans, c'est quand même 20% des jeunes qui sont dans ces situations. Alors, comme avant, entre 15 et 25 ans, il y a une courbe qui monte doucement, puisqu'il y a plein de jeunes qui ne sont pas concernés, ça fait ce taux de 13% qu'on obtient dans les statistiques. Voilà. Mais alors, quelle est l'information de ce graphique? Eh bien, c'est qu'à 29 ans, c'est pas fini. Regardez, la baisse n'est pas vraiment amorcée, c'est-à-dire qu'en fait, les needs, c'est pas que les jeunes. En fait, c'est la population adulte aussi, ces gens qui sont écartés du marché du travail, et il me semble que c'est une des clés des inégalités aujourd'hui. Merci beaucoup. Et également, dans votre contribution, vous montrez que cette persistance continue à des âges au-delà de 30 ans et même après. Oui, tout à fait. Et on peut même aller plus loin parce qu'on peut aller regarder tout simplement les chômeurs de longue durée par tranche d'âge. Eh bien, par tranche d'âge, si vous faites des cohortes de 5 ans, vous voyez, 30-34 ans, 35 ans, 39 ans, 40 ans, 44 ans, etc. Bon, si vous faites ces cohortes, eh bien, vous en avez toujours 100 000. Autrement dit, il y en a 20 000 par année. Et ils sont là. Et donc, en fait, vous avez en France un échec particulier qu'on ne trouve pas dans d'autres pays. Parce que des gens qui sont en chômage de longue durée,
Attendez, il n'y a pas mort d'homme, hein. Bon, ça peut arriver. Et puis, si les emplois sont instables, on peut critiquer les emplois, mais disons que ça va circuler. Ils vont revenir en emploi. Mais les gens qui sont en chômage de longue durée, c'est des problèmes d'exclusion, des problèmes beaucoup plus graves. Et malheureusement, nous en avons beaucoup. Merci beaucoup. Et on reviendra justement par la suite sur les causes de cette persistance des NEETs en France. Quand je m'adresse à toutes les deux, Vanessa et Stéphanie, sentez-vous libre de compléter les propos de chacune. Donc je vais m'adresser à vous au sujet de votre contribution sur le plafond de verre et également en commençant par des questions très simples. Qu'est-ce que le plafond de verre? Comment on le mesure et quelle est son évolution ces dernières années? Vous montrez justement une persistance et comment elle se matérialise, cette persistance. Merci Pierre, si vous permettez. Puisque nous sommes dans le temps des constats, on va peut-être commencer par rappeler sur des questions d'inégalité sur le marché du travail entre les femmes et les hommes qu'il existe depuis plus de 50 ans un arsenal législatif qui, en droit du moins, après il y a la question de l'effectivité du droit, mais en droit pose l'égalité de droit. C'est dans la Constitution, le préambule de la Constitution de 1946. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. 1946. Cet arsenal législatif, je vous l'ai dit, il a plus de 50 ans et il y a une loi majeure qui date de 1972, 52 ans, qui, elle, écrit dans le Code du travail français à emploi de valeur égale, salaire égal. Et on va y revenir dans un instant, vous verrez que le compte n'y est pas. Dans les années 80, une succession aussi de lois et d'obligations qui sont faites aux entreprises. J'en cite deux, parce que pour mesurer les inégalités, encore faut-il avoir de l'information chiffrée, quantifiée. La première de ces lois que je citerai ici, c'est la loi Roudy, 1983, qui impose aux entreprises de fournir ce qu'on appelle un rapport de situation comparée, c'est-à-dire qui donne des informations dans l'entreprise pour les hommes et pour les femmes, donc des informations quantitatives sexuées. Et puis une autre, la loi Génisson, qui rend obligatoire les négociations sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Et puis d'autres, alors on fait une intervention à deux voix, hein, véritablement. Oui, donc si on avance un petit peu, on tombe sur une loi qui est assez connue, qui est la fameuse loi Copé-Zimmermann, qui date de 2011, et qui est l'instauration de quotas en France, où on pose qu'il faut qu'il y ait 40% du sexe minoritaire dans les conseils d'administration des grandes entreprises. On reviendra aussi tout à l'heure sur l'effectivité de cette loi et son efficacité. Cette loi Copé-Zimmermann, elle pose des quotas dans les conseils d'administration et elle va être complétée assez récemment, 10 ans plus tard, en 2021, avec la loi Rixain qui va poser cette fois de nouveau des quotas, moins ambitieux puisqu'il s'agit de 27% de femmes et cette fois c'est dans l'ensemble des fonctions dirigeantes des très grandes entreprises. 27% en 2027 et 40% en 2030. Donc on se fixe des objectifs en plusieurs temps. Et puis peut-être en complément, une dernière loi à mentionner, qui est celle qui a fixé l'obligation de produire un index d'égalité salariale. Ça c'est en 2019, index sur lequel on reviendra aussi un petit peu plus loin. Donc, arsenal législatif, disais-je en préambule, donc, si la loi était effective, il ne devrait plus y avoir d'inégalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail et dans les entreprises. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que depuis les années 70, il y a un rapprochement effectif des situations du masculin et du féminin. Si on regarde la participation au marché du travail, ce rapprochement est effectif, puisqu'on a 7 femmes sur 10 qui participent au marché du travail et presque 77% des hommes qui participent. Quand on regarde la population en emploi, on est à la parité, 48% de femmes dans la population active, le pendant au masculin. Encore un élément peut-être peu connu, ou en tout cas des représentations, enfin des images encore erronées dans nos esprits sur le taux de chômage. Au moment où on se parle, le taux de chômage masculin et le taux de chômage féminin sont identiques. Et c'est vrai depuis la crise de 2008. Donc ça, c'est les rapprochements, mais, et ce qui est important, c'est le mais, l'autre partie de ma phrase, c'est mais il reste des différences patentes entre les hommes et les femmes. Peut-être la première de ces différences, c'est le temps partiel. 80% du temps partiel est féminin.
L'autre différence, c'est l'accès aux emplois de l'encadrement. Et là, on vient à ce que, Pierre, tu disais sur le plafond de verre. Donc, le plafond de verre, c'est l'ensemble des obstacles visibles et invisibles qui empêchent les femmes d'accéder aux plus hauts postes de la hiérarchie des emplois. Et donc, une manifestation de ce plafond de verre et de la résistance du plafond de verre, c'est que même si depuis les années 80, les femmes ont des diplômes plus élevés que les garçons, il n'en reste pas moins que leur accès aux positions les plus élevées dans la hiérarchie des emplois sont moins évidents. 40% de femmes sont cadres, 40% de femmes parmi les cadres aujourd'hui, alors qu'elles sont plus diplômées. Et de l'autre côté, alors le pendant du plafond de verre, c'est le plancher collant, donc l'image est aussi parlante. De l'autre côté des qualifications, 75% des femmes parmi les employés non qualifiés. Et alors l'ensemble de ces inégalités que Stéphanie vient de mentionner, elles vont ensuite se traduire finalement dans ce qu'on donne le plus souvent à voir, à savoir ces inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Et alors ça tombe très bien puisqu'aujourd'hui nous sommes le 7 novembre et à partir de demain, 8 novembre à 16h48, les femmes vont commencer à travailler gratuitement. Alors cette date, elle est symbolique, elle est calculée par Rebecca Amselem, qui est économiste, et elle est calculée à partir de l'écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes. Donc on peut discuter sur la mesure, mais elle est surtout symbolique et elle est inspirée par un mouvement qui avait été initié par les femmes islandaises qui avaient fait grève le jour où elles commençaient à travailler gratuitement. Ça veut dire quoi, ces inégalités, le fait que les femmes ne travaillent plus en étant payées à partir du 8 novembre à 16h48, ça veut dire en gros qu'en moyenne, elles touchent 500 € de moins net par mois. Ça impacte aussi en termes d'image. Est-ce que ça bouge ? Pas beaucoup, parce que si on regarde par exemple cette date qui est calculée en France depuis 2016, eh bien en 2016, la date c'était le 7 novembre à 16h34. On a donc gagné même pas une journée. Merci beaucoup. Et peut-être vous souhaitez décrire les slides qui viennent d'apparaître. Il y en a deux. Une sur le taux d'emploi des hommes et des femmes, où on voit justement une différence à partir d'un âge peut-être clé. Oui, donc en effet, ces deux graphiques qui permettent de montrer que si en moyenne les taux d'emploi des femmes et des hommes sont assez proches, on est quasiment à la parité comme le disait Stéphanie, il y a en réalité un moment où il y a un décrochage en fait dans ces taux d'emploi, on le voit très bien, au départ c'est les mêmes, à la fin c'est les mêmes, et au milieu le taux d'emploi des femmes décroche, et évidemment c'est lié aux maternités, à l'arrivée des enfants, donc on reviendra sur les causes de cette persistance des inégalités qui tient en grande partie aux enfants. Et puis ici on voit les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à partir des données donc de 2020. Alors évidemment, c'est plus les données les plus récentes, mais ça permet de voir que en fait, plus on monte dans la hiérarchie des rémunérations, plus les écarts de rémunération sont importants. Donc ça, c'est aussi une manière de donner à voir le plafond de verre salarial cette fois. Merci beaucoup. Maintenant, je m'adresse à vous, Pierre Courtiou, sur votre contribution autour des classes moyennes. Également, question très simple, puisque les classes moyennes, ça doit poser des gros défis méthodologiques, de les comptabiliser. Donc, comment se définit la classe moyenne ? Est-ce qu'il en existe plusieurs ? Quelle est la dynamique de cette classe moyenne en France ? Quels sont les problèmes inhérents à cette classe moyenne ? Oui, alors, si on commence par des questions de définition, il y a plusieurs manières de définir ce que sont les classes moyennes. Il y a une manière, on va dire, plus sociologique qui va s'intéresser aux professions. Et dans ce cas-là, on va regarder quelle est la profession des individus. Et on va retenir comme profession moyenne les professions intermédiaires, les artisans commerçants, ce genre de profil. Et puis, il y a une autre manière, je vais dire un peu plus économique, où on va s'intéresser aux revenus. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, certains d'entre vous ont dû le voir, on calcule les taux de pauvreté monétaire. Donc on va s'appuyer sur des distributions de revenus. Pas n'importe quel revenu, on va s'intéresser aux revenus disponibles et aux revenus disponibles par unité de consommation. Ça veut dire un revenu disponible au sein du ménage qui dépend de la taille du ménage. Donc on est vraiment sur des questions de niveau de vie. Et quand on regarde quand on prend la médiane des niveaux de vie, c'est-à-dire la valeur qui va séparer en deux la population, on va pouvoir découper notre population en tranches. En gros, vous avez dû le voir
c'est des choses qui sont assez connues et assez médiatisées. Le taux de pauvreté qui va s'appuyer sur une distance à cette médiane. On va prendre comme référence 60% de la médiane pour définir les personnes qui, en dessous de ce seuil, vont être considérées comme des personnes qui sont présentes dans des ménages pauvres. Et donc après, on va définir les classes moyennes différemment. Donc la limite basse des classes moyennes, quand on a une approche par les revenus, est assez partagée, puisqu'elle s'appuie sur des débats qui ont eu lieu dans les années 2000 sur quelle est la bonne référence pour définir le taux de pauvreté. Donc là, il y a une définition officielle, européenne, très, très claire. Et par contre, quand on va s'intéresser à la limite supérieure des classes moyennes, là, il va y avoir un petit peu plus de flottement. Alors, ce que vous trouverez dans la contribution à l'ouvrage Question du travail s'appuie sur des débats d'experts qui avaient réuni des experts dans différents pays autour des questions du marché du travail. Et on avait retenu, pour les comparaisons, la limite de 200%, donc de 2 fois cette médiane, pour avoir la limite supérieure. Mais vous allez trouver, par exemple, j'ai vu que récemment, l'INSEE s'intéressait à ces questions. Il y avait des très, très bons... sur le site de l'INSEE, il y a des choses très, très intéressantes sur la répartition du revenu et les effets redistributifs qui viennent de paraître. Donc, vous avez la limite retenue, quelque part, c'est plutôt 180%, donc 1,8 fois cette médiane. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir des petites différences. Pour terminer un petit peu sur ces limites de la limite supérieure en termes de revenus des classes moyennes, vous avez aussi la limite des riches qui était définie par l'Observatoire des inégalités et qui colle un petit peu avec ce que vous allez retrouver dans la définition du BIT. Donc vous voyez des définitions qui sont parfois différentes, donc il faut faire attention justement à la taille parce que cette limite supérieure va jouer sur la taille des classes moyennes. Mais bon, là moi je vais vous parler de cette définition BIT, on est sur le marché du travail donc ça a du sens. Donc quand on retient cette limite, on a par définition la classe moyenne c'est beaucoup de personnes, c'est 78% des individus. Voilà. Donc on a c'est la moyenne. Donc toutes les moyennes vont être tirées par ces classes moyennes. Tout ce qu'on va décrire du marché du travail va être tiré par ces classes moyennes. Donc au sein de ces classes moyennes, ce serait intéressant de distinguer la partie inférieure, c'est-à-dire les classes moyennes moins aisées, et qui vont avoir un rapport particulier au marché du travail. Alors, c'est ça en termes de définition, les points qu'on peut souligner assez rapidement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez justement continuer sur cette lancée avec le graphe qui vous est projeté avec la division des différentes classes moyennes. Comme vous le disiez, classe moyenne aisée, moins aisée. Alors, les classes moyennes moins aisées, sur la définition, on va retenir comme limite supérieure 80% de la médiane, donc en dessous de la médiane. Ce qui fait que, en gros, un salarié à temps plein au SMIC va être dans les classes moyennes. Travailler à temps plein, on est dans les classes moyennes. En gros, c'est ça un peu la différence. Sachant qu'on est sur une logique ménage qui veut dire que les familles monoparentales, même avec un temps plein, et ça dépend du nombre d'enfants, mais donc ça dépend de la taille du ménage, peuvent ne pas être dans ces classes moyennes. Donc on est sur une logique de rapport au marché du travail plus que d'emploi en tant que tel. Donc ma contribution à l'ouvrage, c'était un peu préciser ces liens entre revenus et qui dépendent, niveau de vie qui dépendent de la taille du ménage, et puis les conditions d'emploi de ces individus présents dans ces ménages des classes moyennes. Alors oui, la partie supérieure est moins intéressante dans le sens où c'est la moyenne du marché du travail. Donc tout ce que vous allez retrouver comme statistiques sur le marché du travail, les conditions d'emploi, la part de CDD, le nombre d'heures travaillées, vous allez être appuyé par cette moyenne. Donc le point intéressant, il me semble, quand on discute des inégalités, c'est cette partie inférieure des classes moyennes. Les travailleurs qui appartiennent à des ménages des classes moyennes moins aisées, dont la distance avec les travailleurs pauvres, donc les personnes qui sont dans des ménages pauvres et qui travaillent, voilà, c'est ça qu'on va discuter un petit peu. C'est ça l'enjeu principal autour de ces définitions. Et dites-moi si je me trompe, mais dans cette contribution, vous divisez cette classe moyenne en 3 classes. Une classe moins aisée, centrale et supérieure. Et quelle est la proportion un peu de ces classes parmi la classe moyenne ? Pour les classes moyennes moins aisées, on est dans le temps de 26% à 25%. Et en fait, c'est assez stable depuis longtemps. Ces proportions sont assez stables. En France, on est caractérisé par un taux de pauvreté relativement stable. Donc il y a des exceptions avec la période Covid 2020 qui est un peu particulière, mais on ne sait pas si c'est fait de collecte de données. Donc on a un taux de pauvreté relativement stable. On a donc la partie des classes moyennes moins aisées est de l'ordre de 25%. Vous avez la partie centrale qui va être de 35%, et puis la partie supérieure, donc les classes moyennes aisées, qui vont être de l'ordre de 16-17%, c'est ce qui bouge le plus, et donc au-dessus, vous allez avoir les classes aisées, les riches, au sens de l'Observatoire des inégalités, qui sont
qui vont, eux, représenter 7-8% de la population. Et j'ai affiché un deuxième tableau qui peut-être peut vous aider à décrire l'hétérogénéité dans les catégories socio-professionnelles qui constituent ces classes moyennes, parce que forcément on peut imaginer que les cadres ne se situent pas tous dans les classes moyennes, et comment elle est composée, cette classe moyenne. Alors, ce tableau est intéressant parce qu'il permet d'insister sur l'articulation qu'il peut y avoir avec une approche en termes de profession des classes moyennes. Ce que ça veut dire, quand on a une approche par les revenus, ça veut dire que des professions qui sont généralement considérées comme des classes populaires ou comme des classes moyennes, se répartissent dans l'ensemble de la distribution des revenus ou dans l'ensemble de la distribution des niveaux de vie. Ce qui veut dire qu'effectivement, vous allez avoir relativement plus de professions moyennes dans les classes moyennes, mais vous allez en retrouver dans les classes, pour les riches, dans les classes aisées, dans les classes moyennes supérieures, mais aussi dans les travailleurs pauvres, dans des proportions évidemment beaucoup moins importantes. Mais donc ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est cette articulation. Donc quand on parle des professions, ou quand on lit classe moyenne et professions, c'est vraiment une approche professionnelle et pas par le revenu. Voilà. Donc ce tableau illustre un peu cette idée de répartition. Évidemment, si vous êtes ouvrier mais que vous êtes marié avec un cadre, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y a beaucoup de monogamie professionnelle. Mais si vous êtes un ouvrier marié avec un cadre, eh ben, vous allez peut-être être dans la fourchette haute de la classe moyenne. Donc ça, c'est... Et puis si vous êtes une famille monoparentale, voilà, vous pouvez avoir, avec beaucoup d'enfants, vous allez être, même avec une profession qui sera relativement moyenne, vous pouvez basculer dans la pauvreté ou dans le risque de pauvreté. Donc c'est ça qui est intéressant d'avoir en tête quand on discute des inégalités et du lien entre inégalité de revenus et marché du travail. Et très rapidement, avant de passer à la prochaine intervention, pour terminer ce panorama des classes moyennes, est-ce que vous pouvez nous parler aussi des... J'imagine qu'il y a une hétérogénéité dans les types de contrats qui sont destinés à cette classe moyenne. Tous ne sont pas en CDI et ça doit être également dans la marge intensive, donc c'est-à-dire le nombre d'heures travaillées. Il y a une forte hétérogénéité, j'imagine. Vous allez retrouver les statistiques dans la contribution, mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est que ces classes moyennes moins aisées, dans leur rapport au marché du travail, se rapprochent des travailleurs pauvres, c'est-à-dire des personnes qui sont dans des ménages pauvres et qui travaillent. Notamment du point de vue des contrats à durée déterminée. Donc leur taux est très proche des travailleurs pauvres. Donc ce qui fait qu'on a... L'OCDE avait une publication là-dessus, on avait insisté là-dessus dans la publication du Bureau international du travail. Les classes moyennes inférieures, les classes moyennes moins aisées sont sous pression quand on regarde le marché du travail. Alors j'insiste sur cet aspect CDD parce que c'est ce qui va vraiment différencier les classes moyennes moins aisées des autres classes moyennes et les rapprocher des travailleurs pauvres. Après, vous avez une sorte de gradient entre les classes moyennes moins aisées, les classes moyennes centrales, les classes moyennes aisées, quand on regarde le temps partiel et le temps partiel involontaire. Donc, effectivement, vous allez avoir plus de temps partiel et plus de temps partiel involontaire dans les classes moyennes moins aisées, mais là, vous avez un vrai gradient. Donc le point qu'il faut, s'il y avait un point à retenir, c'est cet aspect CDD très proche des travailleurs pauvres, et puis un gradient assez général sur le temps partiel involontaire. Merci beaucoup. Et donc j'imagine beaucoup de dépendance à des revenus indirects du travail, type assurance chômage et prestations sociales. Merci beaucoup. Benjamin, je m'adresse à vous. Vous êtes bénévole au sein de l'association de l'Autre Cercle. Je pense que dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer également qu'est-ce que l'Autre Cercle. Et vous avez mené un travail avec l'IFOP pour définir spécifiquement pour une discrimination son état des lieux, mais qui peut être aussi extrapolable à d'autres discriminations. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce sondage comme constat sur ces discriminations ? Merci Pierre pour les questions. Bonjour à tous et à tous. Pour présenter l'Autre Cercle, donc c'est une association qui participe et qui aide les entreprises au sens large, donc ça peut être les entreprises privées mais les entreprises aussi publiques, les administrations et les associations, à avoir une politique d'inclusion et de diversité pour les personnes LGBT+. Donc pour ça, on offre plusieurs solutions et propositions. Parmi les actions que l'Autre Cercle entreprend, il y a ce sondage IFOP qui est lancé en 2017 et qui est renouvelé tous les 2 ans, qui est de plus en plus populaire, on va dire. Donc tous les 2 ans, on a de plus en plus de répondants, ce qui nous permet d'avoir de plus en plus de résultats et des apports plus fiables et de mesurer l'évolution surtout sur l'état, en tout cas là on va parler des constats, des discriminations sur les personnes LGBT au travail. Avant de parler sur ces discriminations et le constat, ce qui est en tout cas
quelque chose qui vient en premier lieu, que ce soit pour vous en tant que personne ou pour les entreprises ou dans le sondage, c'est de se dire en 2024, le constat c'est plutôt de se dire en France, ça va bien. On peut se dire que les personnes LGBT, l'environnement est assez favorable, de même que les autres inégalités dont on a parlé. On peut se dire qu'on a une tendance vers aller du progressiste et à une égalité et avoir de moins en moins d'écart. Toujours est-il donc que le constat et les valeurs que les personnes ont, c'est de se dire il est plutôt positif. Et tout le monde est plus ou moins d'accord. En général, 70% en tout cas des répondants se disent on a les mêmes valeurs, que tout le monde devrait être égal, tout le monde devrait pouvoir la personne qu'il est en entreprise, mais aussi dans la vie personnelle. Et ce qui est intéressant du coup dans ce sondage et dans ce constat, c'est de voir que, par exemple, au niveau dans le monde du travail, les personnes LGBT ont entendu, plus de 50% d'entre elles ont entendu des insultes ou des discours LGBTophobes. C'est-à-dire, par exemple, ça, c'est pas du travail de PD. Ou moi, je suis pas un travelo. Donc, il y a encore des insultes qui persistent malgré en fait un constat d'environnement positif. Un deuxième fait intéressant, je vous laisserai si vous voulez le lire, hein, le rapport est disponible en ligne et gratuitement, c'est qu'une personne LGBT sur 2 ne le dit pas à son employeur, à son responsable. C'est-à-dire qu'on peut se dire on est à l'aise avec ses collègues, mais son responsable qu'on côtoie quotidiennement, on ne va pas forcément lui dire. Dans les constats, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de se dire en même temps, pourquoi on le dirait ? Quel est l'intérêt ? Sauf qu'en fait, déjà, les personnes hétérosexuelles ne se posent pas la question. Et puis, il y a des choses qu'on va amener au travail. De fait, si une personne va changer de genre, elle va pas forcément changer de genre que au côté personnel, mais aussi côté professionnel. Elle va devoir le dire à ses collègues, elle va devoir le dire à son employeur. Pareil, si quelqu'un se marie ou va avoir des enfants, il va avoir un impact sur le milieu professionnel, c'est-à-dire va devoir prendre des congés ou juste vouloir partager la nouvelle, comme ça peut se faire. Donc c'est des choses en fait du quotidien qu'on a envie de partager et le constat est que une personne sur 2 LGBT ne le dit pas forcément à son responsable. Au niveau des impacts, ce qui est intéressant de se dire, c'est d'accord, ce constat il est là, mais qu'en est-il si la personne choisit de ne pas le faire, qu'est-ce qu'il en est ? C'est un choix, donc elle le porte. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que la plupart des personnes, si elles ne le disent pas, elles ne vont pas forcément avoir envie de rester dans une entreprise ou avoir envie d'évoluer. Et si elles veulent changer, ça va être peut-être une des raisons pour lesquelles elles vont changer d'entreprise et de lieu. Donc il y a les entreprises vont perdre des talents ou des employés parce que justement, ils n'ont pas créé un milieu ouvert et approprié pour ces employés. Pareil, c'est un employé qui va être moins productif. Je mets au défi n'importe qui est hétérosexuel de devoir mentir pendant 1 mois auprès de ses collègues en disant au lieu de dire ma femme, je dis mon homme, mon mari. Et de voir à quel point ça prend du temps et de l'énergie de mentir au quotidien, même si on ne parle évidemment pas au travail tout le temps de son mari et de ses enfants, mais juste le lundi matin de devoir mentir, ça prend du temps et de l'énergie. Alors que quand on est soi-même, au final, on prend moins de temps pour mentir, on prend moins d'énergie et c'est du temps qu'on peut mettre sur son travail tout simplement. Merci beaucoup. Donc oui, un impact à la fois psychologique pour la personne, mais également sur la productivité de cette personne et in fine de l'entreprise. Exactement. Et beaucoup d'études regardent ces impacts. Et nous reviendrons justement sur les causes, d'où elles viennent. Est-ce que ce sont des normes culturelles j'imagine qu'il y a aussi un rôle de l'entreprise qui doit être adressé. Et justement, l'autre cercle aide à pouvoir assister les entreprises dans ces politiques d'inclusion. C'est ça. Du travail. C'est ça. Et pour parler d'un exemple personnel, donc moi je suis un homme homosexuel, donc je suis né dans les années 90, début des années 90, ça commence à dater maintenant, mais on pourrait se dire que je suis rentré dans le milieu du travail dans les années 2010, c'était un environnement plutôt favorable, et il m'a fallu plus de 7 ans dans mon premier emploi, dans lequel je suis resté 10 ans, pour le dire à mes collègues et à mes responsables. Pourtant, l'environnement était favorable, sauf que j'étais dans une entreprise et surtout dans un lieu de travail qui était une usine, pour laquelle je projetais que l'environnement m'était défavorable et du coup c'était pas tant un choix pour moi de ne pas le dire, c'était vraiment de me dire si je le dis je vais avoir des conséquences négatives. Je projetais une peur et des éléments et j'avais pas eu en tout cas de ma perception de soutien ou d'environnement positif pour pouvoir le dire. Merci beaucoup. Et également, lorsqu'on extrapole les discriminations à d'autres types de discriminations, on peut parfaitement imaginer qu'elles soient de genre, d'éducation ou d'âge, elles peuvent induire un frein
au développement personnel de la personne dans le marché du travail, à sa productivité et également, in fine, à la productivité de l'entreprise. Maintenant que nous avons établi les constats, les bases de chaque inégalité présentée aujourd'hui ici à cette table, on va pouvoir rentrer dans les causes. Qu'est-ce qui explique ces constats, que ce soit dans les inégalités de genre, les classes moyennes, les NEETs ou des discriminations comme vous l'évoquiez Benjamin. Et pour ça, donc ça fait un petit peu une gymnastique pour notre audience de passer d'une inégalité à une autre, mais le matin, ça fait pas de mal. Donc je me retourne de nouveau vers vous, Bernard. Donc on a vu ce que c'était les NEETs, donc les ni en emploi, ni en formation, ni en éducation. On a vu que une forte part de ces NEETs sont en chômage, et notamment en chômage de longue durée. Pourquoi cette inégalité dans l'accès à l'emploi? À quoi c'est dû? Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est de l'accès à des types une qualité qui est moindre pour eux? À quoi c'est dû? Eh oui. Donc on va reprendre donc, les interrogations sur les NEETs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et effectivement, le problème, ça va être essentiellement les personnes qui sont loin de l'emploi, qui sont en chômage de longue durée. Mais en fait, il faut tout de suite quand même dire que les situations des NEETs sont extraordinairement hétérogènes. On pourrait dire, ah là là, c'est des décrocheurs non qualifiés qui ne sont pas du tout dans l'emploi. Ça peut être aussi, en fait, des gens qui ont Bac+5. Hein, il peut y en avoir. Et donc, en fait, il y a des catégories très, très différentes, ce qui fait qu'on ne peut pas parler ici d'une seule cause, parce que de toute façon, il y a plusieurs problèmes différents qui, d'ailleurs, évoluent à mesure que la population prend de l'âge. Il y a des invalides, il y a des personnes... Imaginez une personne seule avec un enfant. S'il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de choses comme ça, elle va s'occuper de son enfant, elle va essayer de trouver des ressources peut-être dans sa famille, ce sera une personne NEET. Donc vous voyez, vous allez avoir des tas de catégories différentes. Mais je vais peut-être me centrer effectivement sur la difficulté principale, celle qui est malheureusement emblématique de la France, c'est-à-dire le fait qu'il y a des gens souvent très peu qualifiés et des gens qui finalement restent très loin de l'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire du point de vue des causes? Je crois qu'il faut découper les choses en trois. Il y a le bloc amont, d'où ils viennent. Il y a le bloc pendant, qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont traités, etc. Et il y a le bloc aval, où ils sont censés aller, et notamment dans quel type d'emploi. Donc voilà les trois catégories. Alors, je vais être très bref, puisque nous n'avons pas énormément de temps. Le bloc amont, qu'est-ce qui se passe? Ce sont souvent des gens qui sont des décrocheurs, des gens qui n'ont pas terminé leurs études. Et vous savez qu'en France, c'est un pays qui valorise énormément le diplôme. Et donc, ce sont des gens qui n'ont pas de diplôme ou qui ont des diplômes dévalorisés. Et donc, vous avez ici une première série de causes. Alors, je vais être très simple, très bref, en disant que le système français, vous le connaissez, c'est malheureusement souvent résumé par l'idée d'une sélection par l'échec. Et donc, quand on est sélectionné par l'échec, ensuite, on doute de soi, on est dans des segments qui sont moins favorables, etc. Donc, vous voyez, un système d'éducation initiale très stratifié, plein de barrières, plein de canalisation verticale, d'où on a du mal à sortir. Donc ça c'est le premier élément, et avec peut-être un point sur lequel on pourra revenir, qui est l'apprentissage, qui lui-même est stratifié en plusieurs catégories. Il y a un apprentissage de luxe, qui est l'apprentissage Bac+5 des Masters Pro, et puis vous avez un apprentissage beaucoup plus basique, et cet apprentissage n'est pas très développé en France, et malheureusement pas tellement populaire, alors qu'en fait il conduit très bien à l'emploi. Donc vous voyez, vous avez ça d'un côté. Maintenant, je passe très vite sur le côté pendant, puisque dans le fond, c'est des questions peut-être que Pierre examinera avec l'assurance chômage ou des choses comme ça, et j'en viens à l'aval. L'aval, c'est quoi? C'est très souvent des petits boulots. Et des petits boulots qui sont des boulots qui remettent au chômage ou qui excluent. Alors, je voudrais vous présenter un graphique. Alors, ce n'est pas celui-là, c'est celui d'avant. Est-ce qu'on peut mettre le graphique précédent, s'il vous plaît? C'est peut-être celui d'après, alors, puisque c'est premièrement maintenant. Non, c'est pas ça. C'est un autre jeu de slide. Excusez-moi, oui, ça, c'est les votes, ça. C'est dans mon ensemble de diapos à moi. J'ai encore un beau graphique à vous montrer. Donc, je ne sais pas si vous allez y arriver. Bernard Gazier, merci. Ouais. Normalement, ça devrait. Voilà, allez-y. Encore. Non, c'était celui d'avant. Voilà, ça. Alors, ça, encore un graphique intéressant. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez de nouveau, horizontalement, l'âge. Mais alors, l'âge, maintenant, il va de 20 à 70 ans. Vous voyez, tchaf, là, vous avez toute la carrière en horizontal. Donc, les gens sont de plus en plus vieux.
à mesure qu'on se déplace sur l'axe. Et verticalement, vous avez tout simplement un indicateur des salaires, des rémunérations. Alors simplement, pour que le graphique soit simplifié, on a mis ce qu'on appelle un graphique semi-log, c'est-à-dire que l'axe vertical, il est log, ça veut dire que plus ça augmente, plus on tasse, quelque sorte, les statistiques. C'est une manière de représenter les choses. Bon, ce n'est pas très rigoureux ce que je vous dis, mais intuitivement, on voit à peu près de quoi il s'agit. Alors, pourquoi ce graphique est intéressant? Eh bien, il s'agit des chauffeurs Uber, et vous avez tout un faisceau de gens, ce n'est pas Uber. Tous ceux qui sont en haut, c'est les autres carrières. Vous avez les chauffeurs de taxi, vous avez des choses comme ça se passe aux États-Unis. Et en bleu clair, regardez-le, Uber. Eh bien, Uber, vous avez un graphique qui d'abord est en dessous du niveau de départ, et c'est un graphique qui baisse. Hein, vous voyez là, ça baisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous prenez de l'âge et que vous restez chez Uber, eh ben vous gagnez de moins en moins d'argent, même si vous faites que ça. Et donc, c'est l'anti-carrière absolue. Hein. C'est-à-dire, c'est une situation, ça s'explique. Hein. Si vous êtes chauffeur Uber, que vous êtes jeune, ben vous pouvez conduire la nuit, être attentif à telle ou telle demande, ramasser les bonnes commandes, tandis que ceux qui sont plus âgés, qui ne prennent pas tous les horaires, gagnent moins. Donc, il y a toute une mécanique derrière. En tout cas, la leçon, elle est simple. Si vous faites Uber et que c'est un revenu d'appoint, très bien. Si vous voulez en faire une carrière, il ne faut pas le faire. Hein. Vous voyez, c'est l'archétype du très, très, très mauvais emploi. Voilà, alors, pour finir, il y aura une table ronde cet après-midi à 14h sur la qualité des emplois, et cette table ronde permettra de voir que malheureusement, les NEETs, la plupart du temps, eh bien, ont des emplois très mauvais, de mauvaise qualité, qui ne payent pas, qui sont instables, et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils redeviennent NEETs. Donc, vous voyez la mécanique qui s'enclenche. Merci beaucoup. Peut-être 2 points. J'avais noté dans votre contribution un chiffre très intéressant que j'aimerais, et relatif au niveau d'éducation dont vous parliez tout à l'heure, donc des NEETs qui sont souvent issus des milieux peu qualifiés, et notamment le fait qu'avoir un diplôme inférieur au CAP ou au BEP augmente de 1,8 fois la probabilité d'être en situation de NEET par rapport au fait de disposer ce type de diplôme. Je trouvais ça assez intéressant. Oui, c'est effectivement très révélateur. J'y ajouterai un deuxième élément. Alors là, c'est une diapo qui est là-dedans, mais vous aurez la diapo, je ne la demande pas qu'on la mette, mais juste pour vous parler du cumul des difficultés. Si vous prenez ces zones urbaines qui sont en difficulté, qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville, ce sont les zones où il y a des immeubles dégradés, où il y a des gens qui sont pauvres, où il y a souvent malheureusement de la drogue et de la criminalité. Si vous regardez là-dedans la proportion de population qui vient de l'immigration, alors en France ça se mesure, c'est compliqué parce que ça dépend des générations, ça dépend de tas de choses, mais si vous prenez les jeunes qui sont issus de l'immigration au sens où ils ne sont pas nés en France, eh bien ils sont 30% dans les quartiers prioritaires de la ville, et si vous prenez maintenant les NEETs dans les quartiers prioritaires de la ville, eh bien ils sont 27%. Vous avez donc en fait une sorte de cumul de difficultés, des gens qui sont dans des mauvais logements, qui ont une mauvaise santé, qui ont des boulots qui en général sont des boulots très déqualifiés, qui ont du mal à bouger pour aller ailleurs si jamais il faut aller ailleurs. Et d'ailleurs, s'ils vont ailleurs, on va leur dire, mais où vous habitez? Ah, vous venez de tel endroit, de telle cité, et donc c'est de la discrimination. Et vous voyez le cumul qui va se passer sur ces gens-là, et ça c'est le côté multidimensionnel des inégalités. Quelquefois ça se compense, attendez. Quand c'est multidimensionnel, ben, vous pouvez avoir un avantage d'un côté, un désavantage de l'autre, ça peut se trouver. Mais là, vous avez clairement les immigrés et les quartiers populaires de la ville, vous avez une sorte de blocage des difficultés sur ces gens-là. Et un dernier point, pour revenir sur votre graphe très intéressant sur les carrières Uber, il me semble qu'en devant travaux, plus généralement que la contribution aux questions du travail, vous parlez des transitions, de l'importance des transitions. Et justement, je me suis dit, en regardant cette courbe décroissante, ça souligne quand même une importance de pouvoir avoir une transition saine dans un emploi qui permet de rejoindre une courbe supérieure en termes de... Bien sûr, on peut très bien faire Uber un moment et passer ailleurs. D'ailleurs, c'est comme les babysitters. Bon, les babysitters, ils sont mal payés, les babysitters, mais on ne va pas faire des carrières de babysitters, on ne va pas faire des syndicats de babysitters, etc. Il n'y a pas de raison. C'est un salaire d'appoint, ça rend service, ça permet d'apprendre des choses. Donc, vous voyez, il faut faire attention. On ne va pas interdire les métiers précaires. Mais en revanche, ça, Uber, c'est très grave. C'est d'autant plus grave que d'autres plateformes de livraison ne le font pas. Pourquoi il n'y a que Uber? Il n'y a pas que Uber, justement. Il y a plein de plateformes qui ne sont pas comme ça, qui ont des salariés et qui payent leurs salariés normalement. Ça existe. C'est des plateformes non marchandes, des plateformes régionales. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure.
Merci beaucoup. Et donc on discutera également, pour faciliter ces transitions, j'imagine une importance de la formation continue le long de la vie et de plans établis par l'État dont on discutera tout à l'heure sur leur efficacité ou non. Je reviens à vous, Stéphanie et Vanessa, sur votre contribution sur sur les inégalités hommes-femmes. Et je vois, j'en profite également, le numéro s'affichera, mais vous pouvez nous envoyer des questions. Je vois qu'il y en a qui arrivent. Je vais donner la parole à nos intervenants, les lire et revenir vers eux avec ces questions. Donc comme je disais, on a vu tout à l'heure que pour les hommes et les femmes, il y a une différence à la fois dans les salaires, dans les opportunités, dans les opportunités à la fois verticales, donc de progression de carrière, mais également horizontales, de par l'éducation. Et justement, on va sûrement le voir. Pourquoi ? Qu'est-ce qui explique cette persistance des inégalités ? Quelles sont les causes ? On a vu quelques progrès quand même, mais en effet, des résistances fortes à l'œuvre qui fait que les inégalités sont toujours là. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que il y a un enchevêtrement, et je pense que le terme a toute son importance, un enchevêtrement de dimensions explicatives qui sont de divers ordres, ces dimensions explicatives, et qui s'entremêlent. Un ordre individuel, un ordre plus familial, un ordre culturel, un ordre législatif et institutionnel, et puis un ordre organisationnel dans les entreprises elles-mêmes. Donc vous voyez des différentes dimensions que l'on va évoquer les unes après les autres, à commencer par la dimension individuelle. Et une des dimensions individuelles, c'est le diplôme qu'on a obtenu, qu'on a décroché, ou qu'on n'a pas obtenu d'ailleurs. Bernard, tu rappelais à l'instant la prégnance du rôle du diplôme sur le marché du travail français. Donc la question, est-ce que le diplôme des hommes et des femmes et des hommes plutôt, pour le dire par ordre alphabétique, diffère ? Alors pas de suspense, puisque je vous ai dit au début de notre propos tout à l'heure que depuis les années 80, les femmes font des études plus longues. Donc en termes de niveau de diplôme, les niveaux de diplôme des femmes sont supérieurs à ceux des hommes. Donc la réponse n'est pas à trouver ici sur le niveau de diplôme. En revanche, il existe toujours, et ça bouge très très peu, ce qu'on appelle une ségrégation éducative, c'est-à-dire que les diplômes ont un sexe. Et pour vous le donner à voir avec deux chiffres, deux nombres, deux statistiques, la première, c'est de dire que dans les formations paramédicales et sociales, on compte 86% de femmes au moment où on se parle. Et un autre extrême, très évocateur aussi, dans les écoles d'ingénieurs, au moment où on se parle, encore moins de 30% de filles. Donc diplôme de niveau supérieur, mais ségrégation éducative, donc des orientations scolaires en termes de formation initiale qui distinguent les jeunes femmes des jeunes hommes. Et vous l'aurez compris, cette ségrégation éducative, donc le sexe des diplômes, se traduit dans le sexe des professions. Elle se déverse d'une certaine manière, la ségrégation éducative, dans une ségrégation professionnelle. Et pour le quantifier aussi, on a des collègues, Dominique Epifane et Thomas Coupier, qui ont quantifié l'héritage du sexe des métiers qui vient de la ségrégation éducative. Eh bien, cet héritage, ce lien, il est à hauteur de 2/3. C'est-à-dire que le sexe des professions s'explique pour les 2/3 par le sexe des diplômes. Et on se retrouve avec des professions à dominante masculine, féminine, et puis très peu de professions mixtes. Alors ce ne serait pas forcément un problème en soi si, par exemple, les professions féminines n'étaient pas les professions pour lesquelles les rémunérations sont les plus faibles et les progressions de carrière, les constructions de carrière ou de parcours ascendants sont les moins favorables, sont les moins possibles. Je laisse la parole à Vanessa pour sur le registre suivant, c'est le registre familial. Et on en vient là à l'élément qu'on posait dès le départ sur cette rupture qui survient au moment de l'arrivée des enfants entre les carrières professionnelles des femmes et des hommes. Cette dimension, elle a été mise en évidence de longue date, et notamment par Claudia Goldin, qui a été la 3e femme seulement prix Nobel d'économie l'année dernière. Alors c'est la 3e femme seulement à être prix Nobel d'économie, mais c'est la première à être récompensée pour ses travaux sur les inégalités entre les femmes et les hommes, qui est une forme de reconnaissance, enfin, des travaux sur ce registre en économie. Et donc Claudia Goldin,
a montré, alors elle, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle le fait sur des données historiques très longues, et donc elle montre à quel point c'est quelque chose qui est prégnant, hein, qui date de très longtemps et qui est toujours présent. Et là, des travaux plus récents d'autres chercheurs et chercheuses le mettent bien en évidence. Le moment de l'arrivée des enfants va créer un point de bascule entre les carrières des femmes et des hommes, de telle sorte que les enfants vont être un malus dans la carrière des mères et un bonus dans la carrière des pères. Hein, et donc ça, bien notamment Stéphanie et moi, on l'a montré aussi dans nos travaux. Ça se traduit par notamment un ralentissement des promotions et donc des inégalités salariales exacerbées. Pourquoi cette arrivée des enfants, elle entraîne ces ruptures? Bien, avant tout parce qu'au sein des familles, il se passe des changements. Et ça, on l'observe aussi dans les jeunes couples. C'est encore Dominique Epiphane et Thomas Coupier qui l'ont montré. Lorsque l'enfant paraît, c'est le titre de leur publication, ils montrent que même chez les jeunes, il y a ce qu'on appelle une respécialisation des tâches. Là où les tâches domestiques et familiales pouvaient être relativement partagées, elles vont être majoritairement faites par les jeunes femmes à partir du moment où il y a un enfant dans le couple. Donc évidemment, moins de temps à consacrer à l'activité professionnelle, éventuellement un passage à temps partiel, et donc tout ça, ça va créer une rupture dans la carrière. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que dans les organisations, on ne va pas percevoir de la même manière la paternité et la maternité. On a des stéréotypes de genre qui vont être à l'œuvre, et on va voir se mettre en place ce qu'on appelle une forme de sexisme bienveillant, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller solliciter une jeune maman pour lui proposer d'aller, je sais pas, intervenir à l'autre bout de la France. Il faudrait qu'elle parte plusieurs jours alors qu'elle a un bébé en bas âge. C'est pas bon. C'est pas bon pour la jeune maman. Oui, mais ça serait très bon pour sa carrière. À l'inverse, au jeune papa, on va d'autant plus lui proposer parce que lui, il faut qu'il ramène le pain à la maison. Et donc, on a encore en 2024, des éléments qui viennent entretenir ce vieux modèle très traditionnel de ce qu'on appelle Monsieur Gagne-pain, et historiquement c'était Madame au foyer. Alors Madame au foyer, elle est devenue plutôt Madame Gagne-miette, et voilà. Et donc ce modèle est entretenu par des stéréotypes de genre qui sont la base des préjugés qui nourrissent ensuite des discriminations directes, mais aussi indirectes. Et j'imagine, pour faire un lien, j'imagine que ces stéréotypes de genre sont particulièrement importants de par la ségrégation éducative. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans des milieux beaucoup plus d'hommes, par exemple. Je pense à des métiers comme la finance, on retrouve beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et justement, est-ce que on voit les conséquences dont vous parlez, on doit sûrement les voir d'autant plus dans ces métiers, ou est-ce que c'est le cas ou non ? Je ne suis pas certaine qu'on le voit le plus dans certains métiers que dans d'autres. Avec Stéphanie, on a travaillé sur l'articulation entre la ségrégation donc dite horizontale des professions, le sexe des professions, comme l'appelait tout à l'heure Stéphanie, et la ségrégation dite verticale, le fait de pouvoir accéder à des responsabilités hiérarchiques. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, en fait, ce qu'on a montré, c'est que là où les femmes s'en sortent le mieux, finalement, pour accéder à des responsabilités hiérarchiques, en France en tout cas, ce sont dans les professions à dominante masculine. Là où elles s'en sortent le moins bien, ce sont finalement dans les professions mixtes. On dit, la mixité, c'est pas la panacée. On a tendance à imaginer que si on est arrivé à avoir à peu près autant de femmes que d'hommes dans une profession, ça va bien se passer. Mais en fait, non, parce que la concurrence y est exacerbée et les femmes vont être moins attentives parce qu'elles pensent justement qu'on est à une situation d'égalité, et les hommes, eux, vont surjouer la virilité et les stéréotypes de genre vont être très prégnants. Donc pour reprendre le propos, la mixité n'est pas la panacée, c'est une condition certes nécessaire pour déconstruire les stéréotypes de genre, mais pas suffisante, loin s'en faut. Si vous permettez, il nous reste encore d'autres dimensions qui s'entremêlent pour comprendre les inégalités, et notamment la dimension culturelle. Ça a à voir avec la question des rapports sociaux de sexe, ou encore la manière dont on se représente tous collectivement dans un pays donné, dans un moment donné, de la manière dont on se représente le rôle des femmes et des hommes,
et des mères et des pères. Et là aussi, on a montré que ces dimensions dites culturelles ont à voir avec les inégalités, et notamment l'accès des femmes aux positions les plus hautes de la hiérarchie des emplois, les positions de cadre encadrantes. Et pour le dire très vite, dans les pays progressistes, dans les pays où on pense par exemple que le partage des tâches domestiques au sein des couples est une bonne chose pour la carrière des hommes et des femmes, et bien dans ce type de pays, cet effet-là, cette représentation-là a, alors je vais dire un gros mot, mais enfin, toute chose égale par ailleurs, un effet sur la carrière des femmes. Donc pays progressiste, représentation collective plutôt progressiste, effet positif sur la carrière des femmes. Côté législatif, je dirais qu'une chose peut-être, c'est que les systèmes de garde formels jouent un rôle évident, et ça vous étonnera pas, et quand ils existent et quand ils sont développés, ben, ça favorise la carrière des femmes. Et puis, je laisse Vanessa dire un mot sur la dimension organisationnelle, et on en aura fini des différentes dimensions qui s'entremêlent. Oui, c'est important parce que souvent, on a tendance à penser que les organisations, elles font avec un état de fait. Voilà, il y a des représentations, des stéréotypes, des choix éducatifs, et l'entreprise, elle n'y est pour rien. Alors, bien sûr, c'est vrai, tous ces éléments-là, l'entreprise n'y est pour rien, mais elle joue aussi son rôle dans la persistance de ces inégalités, notamment parce que bien qu'il y ait des accords qui sont signés, parce qu'il y a des lois qui les y obligent, ces accords, ils sont souvent très pauvres et ils entretiennent des stéréotypes de genre. Par exemple, dedans, on va mettre le temps partiel. Parce que pour favoriser l'égalité femmes-hommes, il faut permettre aux femmes de concilier vie professionnelle et vie privée. Bon, ça entretient les stéréotypes de genre. Et puis plus globalement, les entreprises, elles vont avoir tendance, les grandes entreprises en tout cas, à mettre en place ce qu'on appelle des politiques en faveur de la diversité, plutôt que des politiques de lutte contre les discriminations. Et ces politiques en faveur de la diversité, elles remettent une pièce dans la machine. Pourquoi ? Parce qu'elles disent il faut aller vers l'égalité. Il faut plus de femmes dans les entreprises. Formidable. Mais pourquoi ? Parce que les femmes sont les complémentaires des hommes, pas parce qu'elles sont les égales des hommes. Et donc évidemment, si on dit qu'il faut des femmes parce qu'elles sont les complémentaires des hommes, eh bien on dit donc qu'il y a des compétences féminines que les hommes n'auraient pas, et puis il y a donc des compétences masculines que les femmes n'auraient pas. Donc on entretient les stéréotypes de genre et donc les discriminations qui en découlent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que globalement, les entreprises, elles ne remettent pas en cause le modèle managérial qui a été historiquement installé dans un univers très masculin, où il y a la nécessité d'avoir ce qu'on appelle une disponibilité permanente, un surinvestissement professionnel. Pour les carrières les plus exigeantes, dans la hiérarchie des professions en tout cas, la nécessité d'être mobile géographiquement. Et donc tout ça, c'est d'autant plus facile qu'on n'a pas de charge domestique et familiale. Quand on en a une, c'est très lourd à porter. Et donc, si on ne remet pas ces éléments-là en cause, on entretient les inégalités. Merci beaucoup. J'aimerais ajouter quelques points, justement, sur exactement ce que vous soulignez sur la mobilité géographique, tout simplement, mais qui est beaucoup impactée par ce que vous dites depuis tout à l'heure sur la maternité. On voit que c'est un fait marqueur dans les inégalités de genre. Et comme vous l'avez souligné, Claudia Goldin, qui était la prix Nobel de l'année dernière, a fait beaucoup de travaux montrant que l'instauration de la pilule a augmenté le taux d'emploi des femmes. Mais il y a aussi d'autres recherches, notamment pas seulement sur le travail, mais aussi sur les recherches d'emploi. Donc quand les femmes sont au chômage et qu'elles cherchent des emplois, on voit qu'elles vont chercher des emplois qui sont moins loin que les hommes ne cherchent des emplois, à des salaires de réserve, c'est-à-dire le salaire auquel je suis prêt à accepter une offre. Donc les femmes acceptent des offres d'emploi, des salaires de réserve inférieurs aux hommes. Il y a quelques statistiques qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc les femmes au chômage ont un salaire de réserve 4% plus bas que les hommes et ont une distance de trajet maximale acceptable 14% plus courte que les hommes. Et on peut penser directement à l'impact de la maternité, au fait que les crèches ne sont pas forcément accessibles à tous, qu'il y a une charge familiale qui empêche cette mobilité et donc des réponses à des offres qui pourraient plaire, mais par différentes contraintes ne peuvent pas être satisfaites. Et également d'autres recherches qui sont faites sur le ciblage des candidatures des femmes au cours de la semaine. Et donc c'est une chercheure, Daphne Scandalis, qui a regardé et qui voit que l'impact des enfants, l'impact de la maternité sur la recherche des emplois, a un impact négatif sur la qualité des candidatures. C'est-à-dire que
en tant que femme qui est au chômage, qui recherche un emploi, le moment où les enfants vont être à la maison va correspondre au moment, paradoxalement, le plus propice pour candidater à des offres. Et finalement, les femmes se retrouvent le soir, le matin, des horaires qui ne sont pas forcément les meilleurs pour envoyer les offres, et ce qui découle à un taux d'acceptation de ces offres auxquelles elles candidatent qui est plus faible, et elles sont contraintes de louper des offres qui sont paradoxalement les plus intéressantes pour elles. Donc il y a un gros impact de la maternité et des charges familiales sur les recherches d'emploi des femmes. Donc c'est pas seulement en emploi, c'est aussi dans la recherche. Donc vraiment une inégalité qui a tout stade de la vie de la femme, et particulièrement marquée donc, par la maternité. Maintenant, j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions, notamment une sur pourquoi vous ne parlez pas des inégalités d'âge. On couvre beaucoup d'inégalités, mais justement, il y a peut-être un parallèle avec vous sur les classes moyennes, Pierre Courtiou, où justement on voit que sur la fin de vie des classes moyennes, il y a une difficulté à rester en emploi. Il y a une sortie assez forte de ces classes moyennes à cet âge. Alors, on peut... Il y a plusieurs manières de voir les questions d'âge. Il y a une première... On peut déjà le point qui m'intéresserait le plus, ce serait d'insister sur l'aspect diplôme. Parce qu'on peut, si on veut regarder c'est ce que je l'ai fait en travail préparatoire pour cette contribution, on peut regarder à diplôme donné, donc ça veut dire un master ou au contraire un diplôme BTS ou un CAP, quelle est la probabilité d'être dans une classe moyenne selon l'âge. Et ça, on peut le recalculer parce qu'on a des données qui sont relativement longues sur les enquêtes revenus fiscaux, celles qui servent à calculer les statistiques que je vous ai proposées. Et quand on a cette appréhension de la question de l'âge et de la probabilité d'être dans des classes moyennes, en fait, on voit que selon les générations, selon les cohortes, en fait, on a eu une baisse de cette probabilité, notamment pour les diplômes les moins élevés. Donc sur la question d'âge, il y a quand même aussi des effets de génération. Hein. On dit toujours question d'âge, il y a des effets de génération derrière ça. Et sur les classes moyennes, même si on observe une relative stabilité, il y a très peu de travaux, en tout cas pas de travaux à ma connaissance sur le cas français qui regardent cette évolution au cours du temps. Et moi, pour ce que j'ai pu regarder de manière assez rapide, il y a des différences en termes de cohorte. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire attention aux effets d'âge, pensez aussi aux effets de cohorte et à l'évolution. Mais de fait, aujourd'hui, il y a une question aussi qu'on a vue avec toute la grogne sociale autour de la réforme des retraites. Hein. C'est cette question de rester plus longtemps au travail. En fait, c'est plutôt ça la question. Dans ce cas, rester plus longtemps au travail, est-ce que c'est un problème ou pas ? Quand on regarde ce qui se passe pour les classes moyennes les moins aisées, le rapport au travail, effectivement, il y a des indicateurs. L'évolution, par exemple, de la part du CDD qui a augmenté, notamment plus fortement pour cette catégorie depuis les années 90, hein, donc depuis la diffusion quelque part de la CDisation de la société, se passe dans le bas de la distribution des revenus. Hein, c'est ça ce que montre en fait l'approche en termes de classe moyenne. Donc moi j'ai tendance à insister plutôt sur effet d'âge peut-être, mais effet de génération. Alors aux deux extrémités, une diffusion, et puis après les effets on va dire le travail, les conditions objectives des emplois plutôt ne sont pas forcément faciles, et donc ça peut expliquer une partie de la grogne sociale. Et merci beaucoup pour ce parallèle avec l'âge. Et pour revenir plus concrètement sur les causes de cette persistance que vous avez montré des classes moyennes, qu'est-ce qui explique, du coup vous avez une partie de la réponse déjà dans ce que vous disiez avant, qu'est-ce qui explique cette persistance ? Est-ce que c'est bien cette persistance ou non ? Alors le terme, il y a beaucoup dans la littérature on trouve le terme de résilience. Il y a des pays pour lesquels il y a une résilience, la taille des classes moyennes ne change pas au cours du temps, et puis il y a un certain nombre de pays pour lesquels il y a le shrinking middle class, l'idée que les classes moyennes se réduisent, et c'est notamment, il y a eu des questions autour de la crise de 2008, notamment dans le débat américain, on s'inquiétait de la réduction des classes moyennes. C'était un point important, et donc il y a eu un certain nombre de travaux européens, donc les travaux du BIT auxquels j'ai participé et qui sont à l'origine de la contribution dans l'ouvrage que c'est du travail, où on s'est intéressé à la question est-ce qu'en Europe il y avait cette réduction des classes moyennes. En fait, en France, c'est ce que j'évoquais dans le constat. On a une résilience. Les classes moyennes survivent en termes de taille, il n'y a pas de changement. Et donc, le contraste, c'est dans quel pays il y a des changements. Les pays dans lesquels il y a des changements, il y a eu des changements. Ça démarrait un peu avant la crise. C'est
l'Allemagne et les pays nordiques, notamment la Suède, qui sont connus pour leur classe moyenne très importante. Donc, c'est peut-être connu d'une autre manière. Vous savez peut-être que les taux de pauvreté ces dernières années ont plutôt augmenté en Suède. C'est un peu le pendant. Donc la classe moyenne s'est réduite. C'est la même chose en Allemagne. Donc on a un peu cet effet-là. Donc ce que ça nous décrit, il y a déjà cette opposition entre ce qui s'est passé en Suède et puis ce qui s'est passé aussi dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a pu y avoir une augmentation de la classe moyenne. Mais attention au constat d'augmentation de la classe moyenne, ça peut aussi dire que tout le monde se retrouve dans le bas de la distribution. Et ça arrive quand il n'y a pas de protection sociale, quand il n'y a pas d'allocation chômage, quand on perd un emploi, on a... Voilà. Donc la résilience des classes moyennes, c'est-à-dire ce maintien d'une distribution relativement homogène au cours du temps des niveaux de vie, s'explique par la protection sociale. Donc c'est un point important. Il peut y avoir il y a des variations, mais quand il y a des crises, une augmentation du taux de chômage, les classes moyennes les moins aisées vont bénéficier plus de ces aspects de protection sociale. Donc la résilience, elle s'explique par les institutions, en partie. En tout cas, oui, elle s'explique par les institutions et notamment l'assurance chômage et l'ensemble de la protection sociale. Donc j'imagine, on en reviendra après sur la partie liée aux politiques publiques, mais vu qu'il y a une forte dépendance de ces prestations sociales, les réformes passées et souhaitées sur des dispositifs comme l'assurance chômage ne sont pas forcément la bienvenue et pourraient dégrader le niveau de vie de ces classes moyennes et les faire tasser plus vers la classe moyenne moins aisée, voire pauvre, et les faire sortir de la classe moyenne. On parle souvent de classe moyenne sous pression. On avait utilisé ce terme-là dans le rapport du BIT, du Bureau international du travail. Ça a été réutilisé après par l'OCDE, dans un rapport sur les classes moyennes aussi. Voilà. Donc la question de sous-pression et la question de la pression sur les classes moyennes, notamment les moins aisées, il y a plusieurs manières de l'expliquer. Donc c'est aussi une des explications de Grogne. Quelque part, l'indicateur de revenu et la résilience ne suffit pas. On l'a évoqué, il y a des aspects marché du travail. C'est ce que j'évoquais sur la diffusion des CDD, la différence, le gradient en termes de temps partiel contraint, de temps. C'est des choses qui font que les conditions de travail ne sont pas forcément bonnes, les conditions d'emploi ne sont pas forcément les meilleures pour les classes moyennes les moins aisées, et ils se rapprochent des travailleurs pauvres. Donc il y a ce premier aspect, mais il y a aussi les aspects qui avaient été évoqués après la crise de 2008. À la crise de 2008, on disait « Ah oui, mais regardez, en France, les classes moyennes, elles n'ont pas bougé, on n'est pas dans le cas américain, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ce mécontentement, notamment le vote protestataire, ce genre de choses ?» Les explications qu'on avait posées à l'époque, qui ont largement été reprises dans la presse, c'était l'idée de dépenses contraintes, autour de la voiture, de l'énergie, du logement, qui jouaient sur la grogne. Donc en fait, même avec un niveau de vie moyen, les classes moyennes, niveau de vie moyen, on n'était pas si à l'aise que ça. Donc il y a cet aspect dépenses contraintes, la consommation, les prix quelque part, et le pouvoir d'achat. Mais il y a aussi cet aspect marché du travail qui est un peu passé sous silence et qui, à mon avis, est aussi un point important qu'on voit réapparaître à travers la crise des Gilets jaunes et puis dans la grogne, et puis avec la grogne autour de la réforme des retraites qui renvoie à ces conditions particulières d'emploi des classes moyennes les moins aisées. Merci beaucoup. Et juste pour revenir sur un point sur l'assurance chômage, d'autant plus vous décrivez que les classes moyennes, notamment moins aisées, sont dépendantes de contrats plus courts que les classes moyennes supérieures. Par définition même, l'assurance chômage, telle qu'elle est calculée aujourd'hui, fait que lorsque vous rentrez dans un système d'enchaînement de contrats courts, vous touchez moins qu'un contrat long. Ça, c'est dû à des réformes assez récentes. Donc forcément, dès que vous êtes dans une trajectoire d'emploi court et vous enchaînez un CDD, un contrat d'intérim, c'est très déterminant de votre trajectoire future. Et donc vous allez être beaucoup plus dépendant de ces revenus, mais aussi beaucoup de difficultés à pouvoir les demander. Donc c'est tout un problème concernant les souhaits de réforme qui souhaitent les réduire, les indemnités chômage, mais qui pour autant sont font partie inhérente des revenus des classes moyennes qui ont des trajectoires très hachées dans le travail. En fait, pour compléter, les taux de remplacement, des allocations chômage, c'est-à-dire la part, la différence entre le revenu qu'on touchait et le revenu de remplacement qu'on a, l'allocation chômage, sont plutôt généreux en France, et c'était le cas aussi dans un certain nombre de pays comme les Pays-Bas ou la Belgique, qui sont, de ce point de vue, se caractérisent également par une résilience des classes moyennes. Par contre, les pays qui ont connu une baisse des classes
shrinking de classe, une réduction de la taille des classes moyennes. L'Allemagne et la Suède ont mis en place des réformes qui réduisaient ces revenus de remplacement, donc le taux de remplacement des revenus de substitution au travail. Merci beaucoup. Je passe à vous, Benjamin. Vous nous avez détaillé les résultats du sondage IFOP L'Autre Cercle. Et dans la continuité, quelles sont les causes de ces discriminations ? Pourquoi voit-on ces discriminations au travail autour de l'inégalité que vous présentiez, mais aussi des autres ? Est-ce que c'est culturel ? Est-ce que c'est inhérent à la structure des organisations en France ? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de sujets, de facteurs, de causes. Moi, je voulais insister sur un et principalement dire que les discriminations, c'est sur les minorités, de fait. Je rapproche le micro. Vous m'entendez mieux ? C'est mieux ? C'est mieux ? Super. Ah oui, en effet, je m'entends. Donc, dans ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de causes et de facteurs. Il y en a un sur lequel je vais principalement me concentrer. C'est surtout que les discriminations, ce que je disais, sont de fait sur les minorités. Et que la majorité, la plupart du temps, ne s'en rend pas compte ou le connaît, le sait, mais ne le réalise pas. Donc, pour moi, c'est vraiment un facteur de méconnaissance ou de non-réalisation. Je prends par exemple cet amphithéâtre, il y a beaucoup de gens qui sont habillés différemment, donc voilà, il y en a qui sont en rouge, en bleu, de couleurs, mais la plupart des personnes sont par exemple habillées en noir ou en sombre. Là aujourd'hui c'est un choix de couleur de vêtements. La plupart des discriminations c'est sur le genre, c'est sur la couleur de peau, c'est sur l'orientation sexuelle, c'est des choses qu'on ne choisit pas. La plupart du coup de la majorité ne réalisent pas en fait les discriminations qu'ils ont dans le lieu du travail, que ce soit pour par exemple chercher un emploi. Moi, une personne qui en France a un nom francophone, je l'incite à essayer de mettre un nom d'origine étrangère sur son CV et de voir l'impact tout de suite réel. Donc il y a beau avoir des politiques au niveau national de non-discrimination contre le racisme, contre l'homophobie, la réalité terrain c'est que ça existe toujours et que la plupart des personnes n'en se rendent pas compte. Donc, dans le milieu du travail, c'est pareil au quotidien. La plupart des gens ne réalisent pas ce que c'est que d'avoir une couleur de peau différente ou d'avoir une orientation sexuelle différente. Ils ne se rendent pas compte. Ils disent c'est un non-sujet pour moi. Je ne vois pas pourquoi. Voilà, elles sont protégées. C'est contre les discriminations. Sauf que c'est ce qui était intéressant dans la partie constat, c'est de voir qu'il y a toujours soit des insultes, soit des discriminations au quotidien, soit à l'embauche, soit au quotidien qu'on peut le vivre dans notre environnement. J'en profite, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais beaucoup d'inégalités. Oui, non, c'est ça. Oui, pour revenir sur le point, vous parliez de justement cet effet d'avoir un nom à consonance étrangère en France et quel effet sur l'emploi, parce que les GECO c'est aussi un endroit pour vulgariser ce que font les chercheurs en économie. Pour vous dire, il y a beaucoup d'études qui sont faites, on appelle des testings, c'est-à-dire qu'on envoie des CV comme ça, on change quelques informations sur le CV, avec notamment un nom de famille à consonance maghrébine versus consonance française, un parcours différent, une personne plus âgée, plus jeune, et on voit les différences. Et du coup, on voit qu'il y a des discriminations à l'embauche, c'est-à-dire que une personne avec un nom de famille différent qu'un nom de famille typiquement français va avoir moins de chances d'obtenir un emploi à qualification égale, formation égale, âge égal. Et inversement, compétences égales, âge différent, discrimination pour les plus âgés, etc. Exactement. Non, c'est aussi de dire que on a des biais inconscients. Tout le monde en a. Le cerveau et le fonctionnement humain fait que si je vous dis un responsable commercial, imaginez un responsable commercial, vous allez tous peut-être avoir une image en tête, soit d'un homme, soit d'une femme, quarantaine d'années, trentaine d'années, couleur de peau. Est-ce que vous avez envisagé qu'il était handicapé ? Est-ce que vous avez envisagé qu'il était d'une couleur de peau différente que la vôtre ? Non. Par contre, c'est pas grave, tout le monde fonctionne comme ça. C'est juste le constat et le fait c'est de se rendre compte et de réaliser et que ça impacte notre jugement au quotidien. Si moi je suis un recruteur ou un responsable d'équipe, est-ce que mes biais vont rentrer en compte dans ce que je vais prendre dans mon recrutement ou mes actions d'augmenter tel ou tel salarié ou dans le futur ? Ou si je réorganise mon service, est-ce que je réalise mes biais inconscients et à quel point ça m'affecte dans ma prise de décision. Merci beaucoup. Avant de passer ce dont vous attendez le plus, qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Je vais juste faire une petite intervention sur toujours cette discrimination à l'embauche. Il y a aussi d'autres études qui montrent
qui compare les méthodes de recrutement des RH à des méthodes de recrutement qui sont assez développées aujourd'hui, qui sont basées sur des algorithmes de recrutement. Et ce qu'on voit, c'est lorsqu'on ajoute... Donc l'algorithme, généralement, il prend en compte tous les CV de la boîte et il va voir si le CV qui va arriver va concorder avec les attentes de l'entreprise selon toutes les données qu'il y a sur les profils inhérents dans la boîte. Et ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on introduit un paramètre de diversité, c'est-à-dire qu'on autorise un peu plus de diversité sur l'âge, sur l'ethnie, ça va augmenter la productivité de l'entreprise, parce que ça va amener plus de diversité, plus d'idées, plus d'expériences professionnelles diverses. Et justement, on retrouve beaucoup ça aux États-Unis, où dans les entreprises qui innovent beaucoup, il y a une grande diversité des profils qui amène énormément à ces politiques de R&D. J'en ai fini pour la parenthèse. Maintenant, on va discuter un peu, donc très rapidement, il nous reste environ 15 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire après tous ces constats? On connaît les causes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc Bernard Gazier, je reviens vers vous sur les NEETs. Il y a un dénominateur assez commun sur cette table, c'est le rôle de l'éducation, qui est très déterminant dans le fait d'arriver dans une classe, dans des NEETs, ou d'avoir des inégalités. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? On peut effectivement parler de ça. Mais juste avant, une remarque. En ce qui concerne les NEETs, il y a énormément de mesures qui sont prises pour essayer de les ramener vers la formation, vers l'emploi, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. On n'est pas du tout dans un vide, et je crois qu'il faut le dire. En revanche, ces mesures, qui sont des mesures en quelque sorte curatives, c'est-à-dire qu'elles arrivent lorsque le problème est déjà avéré, etc., eh bien, en général, elles n'embrayent pas bien sur la réalité des NEETs. C'est pour ça que l'amont et l'aval, c'est important. Je reviens sur l'amont, et je vais prendre avec vous juste une minute pour réfléchir sur l'apprentissage. Alors l'apprentissage, vous savez, c'est 50-50, la moitié du temps à l'école ou dans une structure d'enseignement, la moitié du temps en entreprise. Vous avez un contrat de travail, donc ça c'est quand même déjà très bien, c'est déjà dans l'emploi, et vous pouvez acquérir une professionnalisation au bout de 3 ans, ça c'est la version courte. Eh bien l'apprentissage c'est très bien. Bon, en France c'est peu développé, parce que c'est en fait une sorte de co-investissement entre l'entreprise et les salariés et les instituts d'éducation. Et ce qui est développé, malheureusement aujourd'hui, à mon avis, c'est pas bien, je vais être très franc, c'est l'apprentissage de luxe, Bac+5. Attendez, qu'il y ait des professionnalisations de très haut niveau, avec d'ailleurs des membres, des entreprises qui viennent expliquer ce qu'ils font aux étudiants au niveau Bac+5. C'est super, c'est tout à fait ce qu'il faut. En revanche, financer ça, alors qu'il n'y en a pas terriblement besoin, c'est une manière de financer les universités qui sont un peu étranglées, ok, bon, mais en fait, ça émet un signal totalement négatif pour les NEETs. Ça veut dire, c'est pas pour nous, on paye les autres, ils vont être super professionnalisés, les entreprises nous aiment pas, etc. Et donc, l'enjeu français, c'est de décloisonner ces filières. Je vais faire l'éloge d'un pays qui est tout proche, la Suisse. Alors la Suisse, vous savez, ils ont des capitaux, ils sont prudents, ils ne sont pas dans l'Europe, enfin il y a plein de choses qu'on pourrait dire un peu nuancées concernant la Suisse. Mais la Suisse a un système d'apprentissage qui monte tout seul jusqu'à Bac+5. Ça ne veut pas dire que les gens vont tous y aller, pas du tout. Mais ça veut dire que quand vous rentrez en apprentissage en Suisse, vous savez que si vous voulez continuer, ça pourra se faire à quelque étape que ce soit de votre carrière, etc. Et ça, c'est l'anticipation qui est cassée en France. Merci beaucoup. Et oui, dans les plans actuels, peut-être certains les connaissent ici, on a la garantie jeune, le plan Un jeune, une solution, et surtout le plan d'investissement des compétences qui est assez massif. Attendez, j'ai un ami qui vit en Suède. Il m'a dit, en Suède, c'est très difficile d'être marginal parce qu'il y a toujours un programme pour toi. Eh bien, la France se rapproche de la Suède. Par exemple, le contrat d'engagement jeune, 500 000 signatures en décembre dernier, c'est beaucoup de monde. Le plan d'investissement dans les compétences, on visait 1 million de jeunes non qualifiés et 1 million de chômeurs de longue durée. C'est des effectifs considérables. Eh bien, malheureusement, le taux des NEETs ne baisse pas, et notamment celui des chômeurs de longue durée. Donc il y a une résistance. L'accompagnement, le retour vers des filières avec des incitations, etc., ça ne suffit pas parce que justement, il y a un enjeu amont et aval qui n'est pas bien traité. Comme le disait Pierre, on vous pousse un peu vers des emplois de mauvaise qualité. Si vous avez un emploi, vous avez un emploi, puis allez, circulez. Bon, et en fait, le problème, c'est que à ce moment-là, vous savez, c'est comme dans les hôtels, là, ce qu'on appelle revolving door, la porte qui tourne. Vous entrez, vous ressortez. Et donc, en fait, vous avez un emploi, puis vous vous retrouvez au chômage très rapidement. C'est un effet, malheureusement, qui existe en France. Merci beaucoup.
Stéphanie Vanessa, maintenant venons-en aux politiques qui pourraient réduire ce plafond de verre et notamment, alors je m'inspire aussi des questions qu'on reçoit qui sont très nombreuses, j'essaie de faire un filtre et de les condenser. La première c'est si légalement il doit y avoir, si je ne me trompe pas, un salaire égal à valeur égale, et que ce n'est pas le cas, quelles sont les sanctions? Pourquoi ce n'est pas le cas? On parle souvent aussi des politiques de quotas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Il y a beaucoup de sens commun derrière ce terme. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Oui, alors je vais peut-être commencer par dire que dans ce qu'on pourrait faire mieux surtout, c'est les obligations qui visent les entreprises. Et notamment les obligations qui visent les entreprises en matière de négociation collective sur les questions d'inégalité entre les femmes et les hommes au sein de chacune des entreprises. Sachez aujourd'hui que les entreprises de plus de 50 salariés sont assujetties, ont l'obligation de négocier un accord, à défaut un plan d'action, mais revenir à la table des négociations avec les organisations syndicales pour que un accord soit opérant et réduise effectivement les inégalités dans l'entreprise. Alors ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les taux de couverture dans les entreprises qui sont assujetties à cette négociation et qui aboutissent à un accord, indépendamment de la qualité de l'accord, sont faibles, autour de 1 sur 2, voire 40% des entreprises qui doivent négocier, qui négocient effectivement. Encore faut-il, une fois qu'on a négocié, qu'on a un accord, que l'accord soit performant, produise effet. Et quand on analyse les accords, il y a beaucoup de travaux qui ont porté là-dessus, notamment une recherche à ANR sur le sujet, eh bien, la plupart des accords sont pauvres en contenu, sont des déclarations de bonnes intentions, voire ne font que répéter la loi. Bref, donc, ce que faire? Renforcer la négociation, ça veut dire faire appliquer la loi qui dit qu'en l'absence d'accord, il doit y avoir des sanctions et des sanctions financières. Elles sont, à l'heure où on se parle, très peu appliquées. Deuxième chose qu'il faudrait faire, et ça on peut se référer aux préconisations du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes qui est publié en 2024 et qui nous dit que ce fameux index, cette note en matière d'égalité salariale que les entreprises doivent produire, eh bien il faut le modifier parce qu'il a tout un tas d'imperfections, plus que des imperfections, faire en sorte qu'il soit un outil transparent de véritables mesures des inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, c'est une note. Les entreprises, je le dis à gros traits ici, mais ont la capacité, tricher, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas de contourner et d'obtenir une bonne note. Au-delà de 75 points sur 100, voire 85 points sur 100, les entreprises ne sont pas inquiétées. Je vous laisse penser ce que ça veut dire. On tolère légalement la possibilité qu'il existe des inégalités salariales. Donc voilà, renforcer les sanctions et renforcer le contrôle, ça veut dire aussi renforcer les moyens de l'inspection du travail. Je pourrais dire plein d'autres choses, mais... Je continue peut-être juste en complément sur cette idée d'améliorer l'index d'égalité salariale. Ça va aussi avec une directive européenne qui a été votée en 2023 et qui va devoir être mise en place, notamment en France, dans l'ensemble des pays européens, en 2026, sur la transparence salariale. Donc une obligation de mettre en place des outils qui vont permettre aux salariés de demander, de réclamer une comparaison de leur salaire avec le salaire qui est pratiqué en moyenne sur les postes équivalent dans leur entreprise, selon qu'il est occupé par des femmes ou qu'il est occupé par des hommes. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment des éléments qui vont être importants en matière d'avancer vers, et c'est toujours pareil, c'est sur des emplois de valeur égale. Donc on voit que là, on avance parce qu'on se donne des moyens de l'effectivité de la preuve qui doit être faite par les entreprises et non plus réclamée, et c'est difficile pour les personnes qui en sont porteuses. Et puis peut-être un dernier point, parmi les choses qu'il y a à faire, il y a énormément de choses qui sont à faire, et c'est essentiel de faire ces choses parce que les mentalités, elles ont tendance à reculer, le sexisme est en augmentation, l'élection américaine en est un flagrant exemple, il y a ce qu'on appelle l'effet backlash, c'est-à-dire que face aux quelques avancées dans la société en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, il y a donc la notion de backlash, c'est une notion qui a été conceptualisée par Suzanne Faludi aux États-Unis et qui montre qu'il y a des mouvements conservateurs, voire réactionnaires, qui mettent en place des stratégies pour lutter contre ces avancées. Et donc, il faut toujours avoir en tête les mots de Suzanne de Beauvoir, que je vais citer, qui nous a dit « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante toute
votre vie durant. Merci beaucoup. Et je me permets de compléter rapidement sur l'index égalité professionnelle. Vous voyez, il y a un chapitre, une contribution dans le Question du travail par des collègues de l'Institut des politiques publiques, et justement qui montre que cet indicateur est assez biaisé et exclut une partie importante des types de contrats. Il est basé sur plusieurs indicateurs qui prennent en compte la progression du salaire, les inégalités de salaire, la progression du salaire après la maternité et d'autres. Et donc je vous invite à le lire. Et donc il y a un appel à changer, à renouveler la méthode de calcul de cet indicateur. Si je peux me permettre sur l'index, un dernier mot, parce que c'est très parlant, les entreprises se cachent derrière leur index. C'est-à-dire qu'une fois que la note obtenue est celle au-dessus du seuil de 75 points sur 100 ou 85 points sur 100, circuler, il n'y a rien à voir. La question des inégalités dans notre entreprise est réglée. Ce qui est loin d'être le cas. Oui, surtout que par définition, il y a des cas où vous ne pouvez pas calculer votre index, ce qui fait que certaines entreprises jouent aussi sur la composition des différents contrats au sein de l'entreprise pour ne pas pouvoir le calculer. C'est aussi une composition en termes d'effectifs. Vous devez avoir un certain effectif pour pouvoir le calculer. Alors que justement, la note de l'Institut des politiques publiques montre que, basée sur des données similaires, ils peuvent reproduire exactement, en modifiant de quelques détails l'index, ils peuvent reproduire cet index. Et celles qui ont publié l'index, d'ailleurs, ne sont pas les plus vertueuses, et celles qui ne l'ont pas publié ne sont pas les moins vertueuses. Et donc, très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, même si on pourrait durer encore plus longtemps, Pierre Courtiou, concernant les classes moyennes, qu'est-ce qu'on peut faire? Les recommandations. Enfin, les recommandations, je vais avoir une remarque en termes de prof dans une école de management. Donc, je vais reprendre un petit peu les index et les indicateurs. Le management par indicateur, c'est intéressant. Il faut choisir les bons indicateurs. Et donc, quelque part, on peut se poser la question de savoir si la résilience des classes moyennes, le fait qu'elles ne réduisent pas, c'est un bon indicateur. En fait, ce n'est pas un bon indicateur, puisqu'il y a beaucoup de grognes, il y a beaucoup de votes contestataires, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas sur le marché du travail. Donc ça, cet indicateur ne suffit pas. Est-ce qu'un indicateur de plein emploi suffit? J'en suis pas sûr. Je pense qu'il faut plutôt regarder un petit peu la multidimensionnalité. C'est un peu le sens de cette table ronde. Et donc voilà. Attention sur le management par indicateur, il faut choisir les bons indicateurs et il faut sûrement en avoir plusieurs. Je pense que c'est ça la première remarque. Alors si on avait un élément à mettre en avant, on n'a pas parlé beaucoup autour de cette table ronde, mais il y a l'aspect risque autour des villes moyennes. Quand on est dans une classe moyenne, on est surreprésenté. Enfin, il y a plus de chances d'être dans une ville moyenne. Et dans ces villes moyennes, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses parce qu'il y a moins de transports en commun. Et donc, quelque part, j'ai aussi des aspects d'éducation. Il y a beaucoup plus ces dernières années, effectivement, la ségrégation scolaire est très importante par exemple, au collège dans les grandes villes, et notamment à Paris. Mais dans ces villes moyennes, c'est là qu'elle a le plus progressé. Donc c'est là que se passent les choses, c'est là qu'il y a le plus de changements ces dernières années. Donc c'est des indicateurs qui sont intéressants à regarder. Donc sur le marché du travail, c'est là où les gens sont le plus dépendants des industries locales, des entreprises locales. Et perdre son emploi quand on est dans une ville moyenne, c'est plus compliqué. Et donc, quelque part, le ciblage sur notamment quand il y a des fermetures de sites ou quand il y a des plans sociaux, cibler une partie des aides à la mobilité ou d'autres choses sur ces sites permettrait de relâcher la pression sur les classes moyennes moins aisées. Je pense que c'est un point important. Si j'avais une idée à donner à nos politiques, ce serait celle-là. Merci beaucoup. Je me permets d'introduire, comme toujours, petite remarque aussi. Je suis entièrement... on a souvent en tête le niveau d'emploi et de chômage au niveau national. Et justement, ce qui rejoint ce que Pierre Courtiou disait, il y a une très grande hétérogénéité de ce taux d'emploi et chômage selon les régions, les départements. Typiquement, quand on sort des grandes métropoles, on voit typiquement dans le nord-est un très fort taux de chômage qui est lié à toute la désindustrialisation. Et c'est justement dans ces zones plus rurales qu'on va voir davantage de taux de chômage et davantage de classes moyennes moins aisées aussi. Je pense que je vais m'arrêter là. Benjamin, pour donner un peu de parole pour finir rapidement, je rejoins les propos de Mme Moulet, la loi ne suffit pas et a un rôle à l'entreprise de proposer des formations, de sensibilisation, de prendre connaissance des biais et de réaliser qu'on fonctionne tous avec une psychologie différente et que ça peut impacter notre quotidien et que les personnes peuvent être discriminées sans qu'on le veuille le sache. Donc c'est des choses que l'autre cercle propose, des formations, il y a des guides, etc. Et c'est vraiment des formations et être aussi rôle modèle, soi-même en entreprise, mais inciter les autres à l'être et être exemplaire dans sa parole au quotidien.
Merci beaucoup. Oui, juste pour compléter, on a souvent en tête que les solutions doivent émerger de la sphère publique, que c'est la puissance publique qui doit investir, qui doit mettre en place des programmes. Il y a aussi un rôle à jouer de la part des entreprises, puisque les inégalités viennent fortement en partie de discrimination à l'embauche, donc du rôle de l'entreprise. Et lorsque ce n'est pas forcément possible, il y a justement des initiatives comme notre cercle qui permettent d'aider l'employeur et de pallier les inefficiences des deux côtés. Exactement, surtout que c'est au bénéfice de l'entreprise, parce que les études ont montré, il y a une étude de loi qui est sortie en 2019 ou 2020, qui montrait qu'en fait une entreprise qui avait une politique d'inclusion et de diversité était plus productive et avait un chiffre d'affaires qui augmentait. Donc c'est non seulement pour le bien-être des salariés de retenir les talents, mais aussi c'est pour l'entreprise elle-même. Oui, et d'autant plus dans un contexte des finances publiques assez contraint, ça permet d'externaliser l'investissement et la tâche. Je pense qu'on pourrait continuer, mais d'ailleurs je vous invite à suivre d'autres conférences qui vont élargir les thématiques abordées aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Et merci également aux intervenants et bonne journée de l'économie à tous.